Mon père m'a dit qu'il m'avait réservé un vol pour rentrer à la maison afin de renouer avec la famille. J'ai atterri et on m'a tendu un sac à couches. On part pour l'Europe, a dit mon frère. Occupe-toi juste d'eux. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait ce qu'il n'attendait pas. Maintenant, les enfants sont avec son ex, et ils sont déjà en train de revenir aux États-Unis en panique. Quand mon père m'a dit ça, j'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis des années, depuis que j'avais déménagé à l'autre bout du pays et que j'avais pris soin de rester poli et distant. J'avais supposé que quelqu'un était malade ou mourant. Au lieu de cela, mon frère est venu me chercher à l'aéroport et m'a tendu un sac de couches avant même que je ne pose ma valise. On part pour l'Europe, a-t-il dit. Occupe-toi juste d'eux. Pas de discussion, pas de préavis, pas de demande, juste l'hypothèse que je m'occupe de ces 3 enfants comme une sorte de nounou remplaçante pendant que lui et sa nouvelle petite amie sirotent du vin en Toscane. Je n'ai rien dit, pas au début. Je l'ai juste regardé charger les valises à l'arrière du minivan comme s'il était déjà parti. Les enfants m'ont regardé avec des yeux fatigués. La plus jeune avait encore une traînée de céréales séchées sur la joue. Je ne les avais pas vus depuis quelques années, mais je me souvenais de leurs noms, Ellie, Jonah et la petite Sophie. Son ex-femme, Kelly, les amenait au fait avant que les choses ne se gâtent entre eux. Maintenant, elle était complètement hors de l'équation, ou du moins c'est ce que je pensais. Ils sont partis le soir même. Mes parents leur ont fait signe de la main comme des organisateurs fiers, sans même me regarder. Personne n'a expliqué pourquoi les enfants ne pouvaient pas y aller, pourquoi toute cette situation m'était imposée, ni combien de temps ils seraient absents. J'ai pensé une semaine, peut-être 2. Ce soir-là, j'étais assis dans le salon avec les enfants à regarder un film tout en envoyant des SMS à un ami à propos de l'embuscade insensée dans laquelle je venais de tomber. Jonas s'est endormi sur mon épaule. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de renouer, mais de se débarrasser d'une responsabilité. Le lendemain matin, j'ai trouvé un dossier dans le tiroir de la cuisine intitulé Itinéraire de voyage, voyage en Europe. Il était détaillé, 2 semaines en Italie, location de voiture, restaurant déjà réservé, photos imprimées. Il planifiait ça depuis des mois. Il y avait aussi une enveloppe froissée glissée à l'arrière, adressée à mon frère. J'ai failli la jeter, mais la curiosité a pris le dessus. À l'intérieur, il y avait une note de son ex-femme, Kelly. Elle n'était pas récente, datant d'environ 6 mois plus tôt. Elle disait que les enfants lui manquaient, qu'elle vivait toujours dans la même ville avec sa mère, essayant de se remettre sur pied, qu'elle savait qu'elle avait gâché les choses en ne se battant pas plus fort au tribunal, qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un avocat, et qu'elle n'avait pas vu les enfants depuis 4 mois parce que mon frère refusait de la laisser leur rendre visite. Elle le suppliait de la laisser simplement leur parler. Ça m'a frappé comme une brique dans la poitrine. J'ai attendu qu'ils soient à mi-chemin de leur 2e journée à Rome, puis j'ai emballé les affaires des enfants en silence pendant qu'ils jouaient avec des blocs sur le tapis. Je les ai chargés dans la voiture de location. Je n'ai pas laissé de notes. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai juste conduit. Il m'a fallu 4 heures pour atteindre la ville qu'elle mentionnait dans la lettre. Je ne savais pas si elle y vivait encore, mais quelque chose me disait qu'elle n'avait pas déménagé loin. Le premier employé de l'épicerie à qui j'ai demandé se souvenait de son nom. C'est tout ce dont j'avais besoin. Quand Kelly a ouvert la porte et a vu les enfants debout là, elle s'est figée, puis s'est juste effondrée à genoux et les a serrés un par un dans ses bras. Sa mère se tenait derrière elle, sans voix. Cette nuit-là, j'ai dormi sur leur canapé. Les enfants se sont blottis dans des sacs de couchage, plus heureux que je ne les avais vus depuis que j'étais descendu de l'avion. J'ai finalement envoyé un SMS à mon frère vers minuit, ils sont avec leur mère maintenant. Je reste ici jusqu'à ton retour. Ne m'appelle pas. Il l'a fait quand même. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, celui de mes parents aussi, mais je n'ai pas répondu. C'est là que les choses ont vraiment commencé à dégénérer. Ils ont atterri de retour aux États-Unis 2 jours plus tard, et la rage a commencé avant même que leurs bagages n'arrivent sur le carrousel. Cela a commencé par un SMS désinvolte de mon père, quelque chose comme « Nous devons parler quand tu auras 1 minute ». Je n'ai pas répondu. Puis mon frère a envoyé un mur de messages qui n'arrêtait pas d'illuminer mon écran comme une machine à sous. J'ai lu le premier, plein d'un calme fin, qualifiant cela d'énorme malentendu, disant qu'ils étaient confus, puis j'ai sauté le reste. Je savais ce qui allait suivre. Ça n'a pas pris longtemps. À midi, ils m'appelaient tous, d'abord ma mère, puis la nouvelle petite amie de mon frère, puis mon père à nouveau.
Chaque message vocal semblait plus désespéré que le précédent. Il voulait savoir où étaient les enfants, s'ils allaient bien, ce à quoi je pensais. Je n'ai répondu que ce soir-là. J'ai envoyé un SMS d'une ligne, ils sont avec Kelly, ne venez pas ici. Les appels se sont arrêtés pendant quelques heures après ça. J'ai supposé qu'ils se regroupaient. Le lendemain matin, mon frère s'est présenté chez Kelly. Je l'ai vu se garer dans l'allée depuis la fenêtre de la cuisine. J'ai dit à Kelly de rester à l'intérieur et je suis sorti pour le rencontrer avant qu'il ne puisse sortir de la voiture. Il n'a pas dit un mot au début, il m'a juste regardé, puis a secoué la tête comme si j'étais un équipement défectueux. Il est finalement sorti, a claqué la porte et est venu sur le porche. Je lui ai dit que les enfants ne venaient pas avec lui, que Kelly avait autant de droits sur eux que lui. Il a commencé à crier, disant que j'étais complètement hors de propos, disant que j'avais tout gâché, que je ne comprenais pas comment elle était, qu'elle n'avait pas de travail, qu'elle n'avait pas sa vie en ordre et qu'elle vivait avec sa mère. Je suis resté là pendant qu'il exposait tout comme un plaidoyer devant un jury, puis j'ai dit la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, ce n'est plus ta décision à prendre. Sa bouche s'est littéralement ouverte. Je lui ai dit que j'avais déjà appelé un avocat, et que s'il essayait de prendre les enfants de force, nous demanderions la garde d'urgence, que j'avais des preuves de son comportement, que Kelly avait tout gardé. Il a menacé d'appeler la police. Je lui ai dit d'y aller. Il ne l'a pas fait. Il est juste retourné à sa voiture et est parti, probablement directement chez nos parents. Ce soir-là, Kelly était assise en face de moi à la table de la cuisine, regardant la petite pile de documents juridiques que j'avais rapportés du cabinet d'avocat. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ça. Je ne savais pas comment l'expliquer pleinement, pas à ce moment-là, mais la vérité était simple, parce que personne d'autre ne l'avait jamais fait. J'ai appris davantage sur ce qui s'était passé entre eux au cours des jours suivants, sur la façon dont mon frère avait lentement dépouillé tout ce qu'elle avait, son travail, sa confiance, son accès aux enfants. Il ne s'est même pas donné la peine d'être subtil. Elle m'a montré des emails qu'elle avait envoyés, suppliant juste de pouvoir leur parler sur FaceTime pendant les vacances. Elle ne recevait aucune réponse, ou pire, des réponses faisant semblant qu'elle le harcelait. Il a dit aux enfants qu'elle les avait abandonnés. Ils l'ont cru jusqu'à présent. Jonah a commencé à poser des questions au coucher sur la raison pour laquelle sa mère pleurait quand elle les embrassait, sur la raison pour laquelle elle faisait des crêpes tous les matins même quand elle était fatiguée, sur la raison pour laquelle elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée. Je lui ai dit qu'il lui manquait beaucoup, qu'elle les aimait. Il a demandé si je restais aussi. Oui, ai-je dit, je ne vais nulle part. 2 jours plus tard, mon père a appelé et a dit que nous avions besoin d'une réunion de famille. Je lui ai dit que cette partie de ma vie était terminée, que je coupais les ponts financièrement, et non, je n'avais pas besoin de leur permission. Je les aidais depuis des années, couvrant discrètement leurs dépenses quand ils ne le pouvaient pas, envoyant de l'argent quand ils en avaient besoin. Je lui ai dit que c'était fini, que chaque centime irait désormais aux enfants, à Kelly. Ma mère a laissé un long message vocal après ça, en pleurant, disant que j'avais tout gâché, que je les avais embarrassés, que j'avais détruit la relation de mon frère, que sa nouvelle petite amie était rentrée chez elle plus tôt parce qu'elle ne pouvait pas supporter le drame. Je n'ai pas répondu. J'avais un nouveau plan maintenant, un plan qu'il ne verrait jamais venir. Le 3e matin chez Kelly, je me suis réveillé avec l'odeur de pain grillé brûlé et Sophie debout au-dessus de moi en pyjama de taille trop petite, tenant un dessin de ce que je supposais être elle, moi et un chat bancal. La légende était mal orthographiée, oncle Peter. Ce seul dessin valait chaque once de décalage horaire. Kelly était déjà levée, portant le même sweat à capuche qu'elle portait depuis mon arrivée. Elle a préparé du café pour nous deux et s'est excusée pour le désordre, comme si je n'avais pas déjà passé 2 nuits à dormir à côté d'un bac en plastique de vieilles cassettes VHS. Puis elle m'a demandé si je me souvenais de leur ancien chien, Max. Oui, le Golden Retriever Hirsute qui aboyait à chaque fois que quelqu'un éternuait. Elle a dit qu'il était mort l'hiver dernier. Elle n'avait pas les moyens de payer un vétérinaire, alors elle l'a enveloppé dans une couverture et l'a enterré dans le jardin toute seule pendant que les enfants étaient chez mon frère. Elle m'a raconté ça sans aucune amertume, comme si c'était un autre fait dans une longue liste de choses qu'elle avait dû faire seule. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. J'ai sorti mon téléphone et j'ai annulé mon vol de retour. Personne ne le savait, et je m'en fichais. J'ai appelé mon travail plus tard ce matin-là et je leur ai dit que j'avais besoin d'un congé. J'ai gardé ça vague, j'ai juste dit que c'était une situation familiale, ce qui techniquement n'était pas un mensonge. Mon patron a fait une longue pause et a dit « D'accord, tiens-moi juste au courant ».
C'était le début de tout, le point de pivotement. Cet après-midi-là, je me suis assis avec Kelly et je lui ai dit que je restais, pas seulement pour quelques jours de plus, pas jusqu'à ce que les choses se calment. Je voulais dire rester pour de vrai, aussi longtemps qu'il faudrait pour réparer ce gâchis. Elle m'a demandé pourquoi je ferais ça, pourquoi je donnerais mon temps, mon travail, ma vie pour elle et les enfants. Je lui ai dit la vérité, que je ne reconnaissais plus ma propre famille, que j'avais passé des années à financer discrètement leurs mauvaises décisions, à les regarder traiter les gens comme des ordures, à essayer de ne pas m'impliquer, que je pensais peut-être que je devais à quelqu'un de mieux un peu de ce que j'avais donné à des gens qui ne le méritaient jamais en premier lieu. Nous avons fait une liste ce soir-là, les choses dont les enfants avaient besoin, les choses dont elle avait besoin. Elle faisait 3 pages de long, des vêtements d'hiver, des brosses à dents, les dossiers scolaires, une aide juridique, des réparations de voitures, et ainsi de suite. Elle la regardait comme une montagne qu'elle ne gravirait jamais. Le lendemain matin, j'ai commencé à rayer des choses. Nous sommes d'abord allés faire du shopping. J'ai acheté à chacun des enfants des chaussures appropriées et suffisamment de vêtements pour les empêcher de faire tourner les 3 mêmes tenues. Nous avons remplacé les sacs à dos, les boîtes à lunch, rempli le garde-manger. Je les ai emmenés chez le pédiatre, j'ai fait transférer leurs dossiers médicaux, et je les ai même inscrits chez le dentiste. Kelly me regardait simplement comme si je construisais une fusée dans sa cour avant. Mais le vrai tournant est survenu quand Jonah m'a posé une question au milieu de l'allée des céréales, « Es-tu notre nouveau papa ?» Je me suis arrêté de bouger. Je lui ai dit, non, même pas proche. J'ai dit que j'étais juste quelqu'un qui pensait qu'il méritait mieux, et puis je lui ai dit autre chose, quelque chose que je n'aurais probablement pas dû, vous ne retournerez pas chez votre père, pas de sitôt. Je le pensais. Mon frère essayait toujours. Les SMS sont devenus plus frénétiques, d'abord faisant semblant d'être inquiet, puis menaçant, puis juridique factice, un email de cessation et d'abstention mal écrit copié sur Internet. Il a dit que j'interférais avec la garde, que j'avais emmené ses enfants sans permission, qu'il avait un avocat. J'ai bluffé. J'avais un vrai avocat à ce moment-là, un bon. Nous avons demandé une modification temporaire de la garde. Kelly était terrifiée. Elle pensait que les tribunaux ne la croiraient pas, que mon frère les charmerait comme il l'a toujours fait. Mais nous avions quelque chose de nouveau cette fois, des messages horodatés, des relevés financiers, une longue hélène traînée. Nous avions aussi moi, quelqu'un que le tribunal pouvait regarder et voir comme neutre. Je n'étais pas là pour me venger. Je n'étais pas leur père. J'étais leur oncle, et j'avais des yeux. Kelly a pleuré le soir où nous avons rempli les papiers, pas le genre de pleurs désespérés, l'autre genre, le soulagement. Nous avons dit aux enfants lentement, un morceau à la fois, qu'ils resteraient dans cette ville pendant un certain temps, qu'ils retourneraient à l'école ici, que leur mère serait plus présente maintenant. Au début, ils n'y croyaient pas, surtout Jonah. Il n'arrêtait pas de demander quand son père reviendrait. Puis un jour, sorti de nulle part, il a dit qu'il espérait qu'il ne reviendrait pas. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a dit que je m'étais retourné contre la famille, que j'essayais de détruire la vie de mon frère, que lui et sa petite amie s'étaient séparés, et que c'était de ma faute. J'ai écouté le message assis sur le porche en regardant Kelly plier le linge avec une concentration comme si c'était une opération du cerveau. Sophie jouait avec ses nouveaux crayons. Ellie lisait un livre. Jonah avait construit un fort avec tous les oreillers qu'il avait pu trouver. J'ai supprimé le message. Il n'avait pas encore compris. Il ne s'agissait pas de les punir, il s'agissait de sauver ce qui restait. Je savais qu'il viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. 3 jours après le message vocal de ma mère, mon frère s'est présenté à nouveau, cette fois avec nos parents. Ils n'ont pas appelé à l'avance, ils se sont juste garés dans l'allée de gravier dans un VUS loué comme s'ils étaient là pour récupérer des biens volés. Kelly les a vus depuis la fenêtre et s'est figée. Je lui ai dit de rester à l'intérieur avec les enfants et je suis sorti avant qu'ils ne puissent atteindre le porche. Ils avaient l'air ridicules là, mon père essayant de rester calme, ma mère déjà rouge de colère, mon frère portant des lunettes d'aviateur comme si c'était une sorte de démonstration de force. Personne n'a parlé en premier. Finalement, mon père a demandé si j'allais vraiment au bout de ces absurdités. Je lui ai dit que nous avions demandé une modification de la garde, que Kelly avait une représentation juridique, que les enfants étaient en sécurité à l'école et qu'ils allaient mieux qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Ma mère a sauté dans la conversation, disant que je n'avais pas le droit d'interférer dans une affaire familiale légale. Je lui ai rappelé que j'étais de la famille,
et que ce qu'ils avaient fait n'était pas de l'éducation, c'était de l'abandon déguisé en vacances. C'est alors que mon frère a finalement parlé. Il m'a accusé de manipuler Kelly, d'utiliser son état émotionnel pour me venger de lui. Il a dit que je lavais le cerveau de ses enfants. J'ai ri aux éclats, j'ai vraiment ri. Je lui ai dit que j'en avais fini de le laisser utiliser les gens, que je n'avais pas peur de lui, de sa colère ou de ses menaces vides. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune idée à quel point il était proche de tout perdre. C'est là qu'il a fait une erreur. Il a dit, tu ne peux pas décider qui est un parent apte. J'ai dit, tu as raison, mais un juge le peut. Ils sont partis sans dire un mot de plus. Mon frère a essayé de claquer la porte du VUS et a raté le loquet. Ma mère m'a jeté un dernier regard, le genre qu'elle me lançait quand j'étais enfant et que je refusais de m'excuser, comme si j'avais trahi une règle tacite. Mais je m'en fichais. Je les ai juste regardés partir. Ce soir-là, j'étais assis à la table avec Kelly et sa mère pendant que les enfants jouaient dans le salon. Je leur ai dit que j'étais prêt à tout donner, un soutien juridique complet, un soutien financier, tout. Je n'allais pas laisser les enfants retourner dans cette maison, jamais. Kelly m'a demandé jusqu'où j'étais prêt à aller. Je lui ai dit que j'avais déjà dépassé le point de non-retour. Le lendemain, nous avons rencontré à nouveau l'avocat. Nous avons examiné la logistique, la documentation, les dates des témoignages. Nous avons commencé à construire le genre de dossier qui ne pouvait pas être ignoré, des photos, des messages, des appels vidéo, des dossiers scolaires, des journaux de texte. L'avocat a dit que cela prendrait du temps, mais nous avions plus qu'assez pour au moins faire pression pour une garde complète temporaire. Pendant ce temps, je vivais là à temps plein. Je me levais tôt avec les enfants, je les aidais à s'habiller, je préparais le petit déjeuner, je les conduisais à l'école. Kelly faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle était épuisée, émotionnellement, financièrement, physiquement. J'ai pris le poids là où je le pouvais. Le système ne bouge pas rapidement, et nous devions survivre à l'intervalle. Un après-midi, Jonah a demandé s'ils allaient devoir retourner chez leur père. Je lui ai dit que non, si je pouvais y faire quelque chose, et je le pensais. Il ne s'agissait plus seulement de les protéger, il s'agissait de construire quelque chose de stable, quelque chose que tous les trois n'avaient jamais vraiment connu. Je n'étais pas leur père, je n'ai jamais essayé de l'être. Mais j'étais le seul adulte dans leur vie qui s'est présenté et a continué de se présenter, et cela signifiait quelque chose. Mes parents ont continué d'essayer, plus d'appels, plus de courriels. Ils ont dit que je ruinais la famille, que je montais les enfants contre leur père, que je me rangeais du côté d'une femme qui ne pouvait même pas subvenir à ses propres besoins. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis tout à notre avocat, et entre-temps, j'ai aidé Kelly à postuler pour des emplois à domicile. J'ai co-signé un bail pour une voiture d'occasion. Nous avons réparé la pièce arrière pour que j'aie un endroit convenable pour dormir. Je n'avais jamais vécu comme ça auparavant, pas de plan, pas d'horaire, juste une bataille quotidienne pour garder quelque chose de bon en vie, et aussi étrange que cela puisse paraître, je me sentais plus ancré que je ne l'avais été depuis des années. Je ne faisais pas que jouer les gentils, je devenais enfin la personne que j'aurais dû être depuis le début. 2 semaines plus tard, juste au moment où je pensais que nous avions trouvé une sorte de rythme, les choses ont craqué. L'école a appelé. Jonah avait été mis à l'écart par une femme qui prétendait être une amie de la famille et qui avait dit qu'elle était venue le chercher plus tôt. Le personnel de bureau ne l'a pas laissé l'emmener, Dieu merci, mais cela a secoué tout le monde. Quand je suis arrivé, le directeur avait l'air sérieux. Il a dit que la femme n'avait pas donné de nom mais correspondait à la description de la nouvelle petite amie de mon frère, celle qui était censée l'avoir quitté en Italie. J'ai appelé mon avocat sur le champ. Kelly tremblait quand je le lui ai dit, pas de peur, de rage. Elle n'arrêtait pas de demander comment il savait même dans quelle école les enfants étaient. J'avais le pressentiment que je connaissais la réponse. Ce soir-là, j'ai vérifié mon courrier électronique et j'en ai trouvé un de mon père. C'était court, tu les montes contre leur père. Tu penses les sauver, mais tu ne fais qu'empirer les choses. Cela signifiait qu'ils nous surveillaient, qu'ils fouillaient, peut-être même qu'ils nous traquaient d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai pris une décision ce soir-là, une grande. J'ai dit à Kelly de faire des valises pour les enfants, juste quelques affaires, l'essentiel. J'ai appelé un ami de l'université qui vivait dans le Vermont, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années mais qui m'en devait une grosse. Nous sommes montés dans la voiture le lendemain matin et avons conduit pendant 6 heures sans dire à personne où nous allions, pas de mise à jour, pas d'appel. Nous y sommes restés 5 jours.
Mon ami avait une cabane tranquille près du bord d'un lac, pas de voisins, pas d'internet, une couverture de téléphone cellulaire inégale. J'ai laissé mon téléphone éteint la plupart du temps. Les enfants pensaient que c'était des vacances. Ils ont pêché, construit des châteaux de sable avec des roches et des pommes de pin, fait griller des guimauves. Ils n'ont pas posé de questions, Kelly non plus, et pendant ces 5 jours, personne n'a crié, pas de menaces, pas d'avocat, pas de drame, juste le silence et les arbres et des rires qui ne sonnaient pas forcés. Puis, le 6e matin, Kelly a trouvé une enveloppe manie dans la boîte aux lettres à l'extérieur de la cabane. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une copie d'une demande de garde déposée par mon frère. Elle alléguait l'abandon, la manipulation et l'instabilité mentale de Kelly. Il y avait même des captures d'écran de mes médias sociaux datant d'il y a des années, des photos de moi en train de boire à des fêtes, de vieux messages sarcastiques sur le fait de détester les enfants, une image floue de moi tenant le bébé de quelqu'un d'autre avec la légende « Veuillez le reprendre ». Il se démenait beaucoup, mais le message était clair, il ne s'arrêtait pas. Je suis retourné en ville ce jour-là, directement au palais de justice. J'ai demandé une ordonnance restrictive au nom des enfants, invoquant la tentative de prise en charge à l'école. Notre avocat a dit que ça ne durerait pas éternellement, mais que ça nous donnerait du temps. Kelly s'est effondrée ce soir-là, disant qu'elle avait peur, pas de mon frère, mais de perdre ce qu'elle avait maintenant. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas revenir à ce que c'était, qu'elle préférerait disparaître à nouveau plutôt que de le voir briser ses enfants morceau par morceau. C'est alors que j'ai fait la seule chose dont je ne lui avais pas encore parlé. J'ai ouvert le tiroir du petit bureau dans la chambre d'amis, j'ai sorti un chèque que j'avais rédigé quelques jours plus tôt et je le lui ai remis. 15 000 $. Elle l'a regardé comme s'il était radioactif. Je lui ai dit que c'était à elle de recommencer, pour un nouvel appartement, pour la garderie, pour l'épicerie, pour tout ce dont elle avait besoin pour se construire une vie sans peur. Elle a essayé de le rendre. J'ai refusé. Le lendemain, j'ai changé de numéro. J'ai coupé les paiements automatiques de ma banque à mes parents, chacun d'entre eux, l'aide hypothécaire que j'envoyais, les 200 $ que ma mère recevait chaque mois pour les vitamines, le compte Netflix, envolé. Ce même soir, mon frère a laissé un message vocal, « Tu vas le regretter, Peter. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Il avait tort. Je savais exactement à qui je m'attaquais, et j'en avais fini de leur accorder le bénéfice du doute. Le matin de l'audience, Kelly était si tendue qu'elle ne pouvait pas manger. Les enfants sont restés avec sa mère pendant que nous étions assis dans cette salle d'audience du comte éterne, les lumières fluorescentes bourdonnaient, tout était silencieux sauf le bruissement des papiers et le tic-tac d'une vieille horloge qui semblait délibérément lente. Mon frère ne s'est pas présenté. Il a envoyé un avocat à la place, un type qui avait l'air à moitié endormi et qui est venu avec un seul dossier. Pendant ce temps, notre côté avait 2 classeurs, une chronologie, des affidavits du personnel de l'école, des textos imprimés, même des copies des transferts financiers montrant que Kelly avait été délibérément empêchée de subvenir à ses propres besoins ou de voir les enfants. Le juge, une femme à l'allure vive avec une voix calme, a examiné les dossiers attentivement. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. Quand Kelly a parlé, elle n'a pas pleuré. Elle a dit la vérité. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle avait été dépassée et mal préparée, mais qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer ses enfants. Elle a dit qu'elle s'était laissée pousser hors de leur vie parce qu'elle ne pensait pas avoir le choix, mais qu'elle était prête à se battre maintenant, pas par colère, mais pour leur sécurité. Puis le juge s'est tourné vers l'avocat de mon frère et a demandé clairement, « Y a-t-il une raison pour laquelle votre client n'est pas présent à cette audience ?» L'avocat a balbutié, disant qu'il était hors de l'état pour affaire. Le juge a noté quelque chose. Quand la décision est tombée, elle a été courte, garde temporaire complète à Kelly, placement immédiat avec elle, visite supervisée uniquement, et seulement sur examen, une ordonnance restrictive a été ajoutée pour éloigner à la fois mon frère et sa petite amie de l'école. Kelly a regardé le sol pendant un moment, puis elle a juste murmuré, « Nous l'avons fait. » Et pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'air d'elle-même. Cet après-midi-là, j'ai ramené les enfants de l'école et je leur ai annoncé la nouvelle. Le visage de Jonas s'est illuminé, mais Ellie n'a pas dit grand-chose. Elle s'est juste approchée de sa mère et l'a serrée dans ses bras sans un mot. Sophie s'est mise à pleurer, pas parce qu'elle était bouleversée, juste de soulagement. Ce soir-là, Kelly a commencé à faire une liste. Elle voulait trouver un petit appartement à proximité, un avec un peu plus d'espace, peut-être une petite cour. Elle voulait mettre les enfants dans une meilleure routine, peut-être commencer à travailler le soir quand sa mère pouvait l'aider.
Elle pensait à la garderie, au programme communautaire, à la formation professionnelle. Elle faisait des plans. Je l'ai aidée à trouver un endroit dans un quartier calme avec des écoles décentes. J'ai payé les 3 premiers mois de loyer plus un dépôt. Je lui ai trouvé une voiture d'occasion avec peu de kilomètres. Je me suis assuré qu'elle avait un ordinateur portable, une imprimante et je l'ai aidée à postuler pour des emplois de soutien à distance. Elle en a obtenu un 2 semaines plus tard. Elle n'arrêtait pas de demander ce qu'elle pouvait faire pour moi. Je lui ai dit qu'elle l'avait déjà fait. Lors de mon dernier jour chez eux, les enfants ont fait des cartes de remerciement. Sophie a dessiné notre famille en figurines tenant des mains sous un soleil géant. Jonah a dit que j'étais meilleur pour les crêpes que son père ne l'avait jamais été. Ellie m'a donné une petite roche polie du lac, la même que celle de la cabane, et m'a dit qu'elle voulait que je la garde pour toujours. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, j'ai remis à Kelly l'enveloppe que je gardais depuis des jours, un chèque de 15 000 $, assez pour qu'elle puisse vraiment démarrer, des meubles, des fournitures scolaires, des économies, peut-être même un peu de temps libre. Elle l'a regardé longuement, puis a demandé si c'était ma façon de dire au revoir. J'ai dit non. Je voulais juste qu'elle ait quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais lui enlever. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. La mère de Kelly m'a serré dans ses bras comme si j'étais le sien. Kelly n'a pas dit grand-chose, elle n'avait pas besoin de le faire. Quand j'ai fermé la porte de la voiture, Jonah a couru pieds nus pour me remettre une note. Elle disait simplement, « S'il te plaît, reviens vite. » Je suis rentré chez moi en silence. Mon appartement avait l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai allumé mon téléphone, 64 appels manqués, courriels, messages vocaux, un nouveau de mon père, « Peter, tu as détruit ton frère. J'espère que tu es fier de toi. » Un autre de ma mère, « Tu as brisé cette famille. » Et puis quelque chose de nouveau, un email d'une cousine à qui je parlais à peine disant qu'elle avait entendu ce que j'avais fait, qu'elle avait vu Kelly une fois il y a des années dans un stationnement en train de pleurer dans un téléphone, qu'elle aurait aimé que quelqu'un intervienne à l'époque, et qu'elle était contente que quelqu'un l'ait finalement fait. Elle a terminé le message comme ça, « Ils sont en colère parce que tu as mis fin au cycle. » C'est ce que fait le vrai changement. Je n'ai pas répondu à mes parents. Je n'ai pas répondu à mon frère. Je les ai bloqués. J'ai envoyé les derniers messages à mon avocat. Puis je me suis assis et j'ai ouvert un cahier. J'ai noté chaque détail, non pas pour un usage juridique, mais parce que je ne voulais pas oublier jusqu'où c'était allé, combien était brisé, et comment, d'une manière ou d'une autre, quelque chose de bon en était encore sorti. 3 semaines plus tard, j'ai rendu visite aux enfants. Kelly avait commencé un rôle à temps partiel. L'appartement avait des photos encadrées sur le mur, de vrais lits, même un petit coin artistique pour Sophie. Jonah avait intégré l'équipe de soccer. Ellie avait rejoint un club de lecture. Kelly souriait à nouveau, pas forcée, pas nerveuse, juste normale. Elle m'a dit qu'il dormait enfin toute la nuit. C'était la première fois que je me laissais pleurer depuis que tout cela avait commencé. Je ne suis pas leur père, je n'ai jamais prétendu l'être, mais je leur ai donné quelque chose que personne d'autre n'avait, une chance. Et je me fiche que mes parents ne me parlent plus jamais ou que mon frère pense que je les trahis. Je n'ai pas ruiné notre famille, j'en ai finalement sauvé une partie.